Le face-à-face. Et André Berkoff aujourd'hui est en face-à-face avec Pascal Bruckner, qui est écrivain, essayiste, membre de l'Académie Goncourt et auteur de ce livre, Un coupable presque parfait, la construction du bouc émissaire blanc, et c'est aux éditions Grasset. Oui, bonjour Pascal Bruckner. Bonjour André Berkoff. Bonjour. Écoutez, je suis très heureux de vous recevoir. Ce livre me paraît vraiment la suite, mais elle va beaucoup plus loin encore. Mais je rappelle aux auditeurs de Sud Radio, vous êtes l'un des premiers, sinon le premier, à avoir parlé de culpabilisation, de haine de soi, de repentance, etc. en 1983. En 1983, c'est-à-dire qu'il y a quasiment 40 ans, vous aviez fait sortir Les Sanglots de l'homme blanc, et vous parliez déjà il n'y avait pas beaucoup de monde qui en parlait à l'époque. D'ailleurs, on vous a labellisé de tous les noms à l'époque. Comment vous pouvez dire que il y a des soupçons, allez, je ne vais pas dire de racisme, mais des soupçons, effectivement, de discrimination envers le blanc. C'est pas possible, ce blanc, ce mâle hétérosexuel, colonialiste, raciste, impérialiste, etc. Et puis là, le coupable presque parfait, la construction du bouc émissaire blanc. Donc, ça y est, cette construction, elle est accomplie, Pascal Bruckner? En tout cas, elle est en voie d'accomplissement, elle est en voie de réalisation. Alors, c'est une histoire complexe, puisque cette théorie vient de France dans les années 70, des philosophes qu'on a appelés les déconstructionnistes, qui voulaient donc déconstruire tout l'édifice des Lumières, de l'Occident, du colonialisme, du machisme. Et elle est partie aux États-Unis, elle nous revient via les universités américaines en France, à travers la problématique nord-américaine de la race, du genre et de l'identité. Ouais. Et donc toute une gauche qui est en perte de vitesse et qui n'arrive plus à comprendre le monde, s'est ruée sur cette théorie-là, en se disant que, puisqu'on avait mis aux poubelles de l'histoire la lutte de classe et les rapports de pouvoir économique, on allait enfin pouvoir comprendre la planète contemporaine grâce à la race, au genre et à l'identité. C'est-à-dire en appliquant à la France et à l'Europe une problématique qui est typiquement nord-américaine. Mais alors c'est parti, vous dites que c'est parti de France. Rappelez-nous, c'est intéressant ça quand même. C'était qui ces déconstructionnistes qui ont commencé à parler de cela, donc avant l'Amérique? C'était Deleuze, mais surtout Derrida, Michel Foucault, Guattari, donc des gens qui à l'époque brillaient dans les facultés, dont nous assistions à leur cours avec émotion et admiration. Et ces théories qui étaient des hypothèses dans l'université française sont devenues des vérités d'évangile aux États-Unis. On les a retravaillées, on les a adaptées au moule local, et maintenant elles reviennent en force. Et elles sont prédominantes dans les universités, à Sciences Po ou ailleurs, où les mémoires et les thèses sur le genre, la race, l'identité deviennent aujourd'hui majoritaires. Et donc, c'est une opération d'import-export assez intéressante. Ouais. Nous recevons comme un boomerang une arme que nous avons nous-mêmes envoyée à nos amis nord-américains. Et alors justement, vous disiez c'était la gauche en déshérence de la lutte des classes, parce qu'elle avait elle-même remplacé la lutte des classes par la lutte des places. Elle s'est retrouvée effectivement fort dépourvue, et elle s'est dit voilà, c'est presque, je ne dirais pas un prolétariat de substitution, mais il faut se trouver un bouc émissaire. Et le bouc émissaire, c'est ces salauds de blancs. C'est un peu ça. Oui, en gros, en réalité, oui, ça se résume à ça. C'est-à-dire que derrière la subtilité des concepts, ce que nous expliquent les Nord-Américains, c'est que toute la souffrance du monde vient de l'existence de l'Europe qui a colonisé, esclavagisé et qui aujourd'hui persiste à vouloir dominer les autres peuples. Alors, on applique à la France un contexte nord-américain qui n'a rien à voir. Nous n'avons pas pratiqué l'esclavage sur le sol métropolitain et nous n'avons pas pratiqué la ségrégation, puisque la doctrine officielle de l'État aujourd'hui, c'est l'antiracisme. C'est pas le racisme. Il n'y a pas un racisme d'État, il y a un antiracisme d'État officiellement. Et puis, il s'agit en fait de dire aussi que rien n'a changé, qu'au fond l'histoire est immuable depuis un demi-siècle et que c'est toujours l'Europe et les États-Unis qui dominent le reste du monde, ce qu'évidemment toute actualité dément, mais peu importe, on nous explique que le colonialisme n'a jamais été aussi fort que depuis qu'il a disparu. C'est quand même un peu étrange que l'homme blanc exclusivement exerce un magistère
impitoyable sur les femmes, que les femmes, évidemment, dans les rues de Paris, Bordeaux, Lille, Marseille, courbent la tête et vont comme des esclaves, craignant d'être violées à chaque coin de rue. On construit, notamment dans les rapports entre les hommes et les femmes, une fantasmagorie absolument démente qui s'appuie sur des chiffres donc sur ce qu'on appelle les féminicides, pour nous expliquer donc que nous vivons dans le pire des mondes possibles et que rien ne sépare la situation des Françaises de la situation des Afghanes ou des Yéménites ou des Saoudiennes, et que partout règne un patriarcat abominable qui a sa source évidemment dans l'idéologie occidentale. Oui, alors c'est très intéressant. Deux choses d'ailleurs, et dans votre livre vous le montrez très bien, c'est-à-dire que pour tous ces gens-là qui sont en Amérique ou en France, peu importe la réalité du moment qu'on la voit avec nos lunettes ou nos yeux ou notre regard. Et effectivement, on a entendu récemment une féministe ou une ultra-féministe, peu importe, dire « Moi, heureusement, jamais je me marierai parce que je veux être ni violée ni massacrée ». Intéressant. Et puis, enfin, on pourra en citer beaucoup d'autres, effectivement. Mais est-ce que ça n'a pas été... Alors, c'est quoi pour parler de la France, alors, on comprend l'Amérique, Jean Rey et compagnie, et on l'a vu, juste, Pascal Bruckner, je voulais avoir votre réaction là-dessus. On a vu, par exemple, qu'en Amérique, au-delà de ce qui se passe dans les élections actuellement, il y a eu quand même énormément de Blacks et de Latinos qui ont dit, surtout de Blacks, qui ont dit on va sortir de la plantation, on en a marre de se faire considérer comme justement des victimes éternelles dont on est assigné à résidence pleureuse et victimaire. Oui, c'est notamment ce que dit un ami à moi qui s'appelle Thomas William Chatterton, qui vit à Paris, qui s'est installé en France pour être délivré des béquilles de la race. Et il dit, s'il y a du racisme aux États-Unis, ça c'est indéniable, on ne peut pas non plus réduire le sort des latinos, des asiatiques, des noirs, simplement à leur couleur de peau. Et ils veulent exister aussi comme individus privés qui ne sont pas simplement réductibles à leur épiderme ou à l'histoire de leurs ancêtres. Et donc ils veulent se construire comme on a le droit de se construire dans une démocratie, indépendamment de ses origines. Et cette réaction est encore minoritaire aux États-Unis. Évidemment, nous, elle ne nous surprend pas parce que c'est le credo républicain français. Bien sûr. Quelle que soit notre race, notre origine, nos croyances, nous sommes d'abord des personnes privées. Humain, oui. Aux États-Unis, on déduit la personne de son appartenance raciale, beaucoup plus que sociale, et à partir de là, on en déduit tous ses comportements, ses opinions. Et alors, ça va jusqu'au point où, dans le New York Times, par exemple, qui ne cesse tous les jours de faire la leçon aux Français sur leur rapport avec la religion, ce qui me fait doucement rire, au New York Times, on a décidé d'écrire « black », « noir », en majuscule et blanc en minuscule. C'est donc ce que j'appellerais une condescendance typographique. Ça ne va rien changer à la condition des Afro-Américains ou à la condition des Blancs. Simplement, on dit, regardez-nous, on est ouverts, on est hyper sympa et on est du côté des opprimés. Pascal Bruckner, oui, c'est du racisme à rebours. On reste ensemble, Pascal Bruckner, après ceci, et on se retrouve tout de suite pour parler de la France. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et nous continuons avec Pascal Bruckner, et c'est un livre que je recommande vraiment à nos auditeurs. Un coupable presque parfait, la construction du bouc émissaire blanc. On voit comment le tour de passe-passe s'est fait, c'est formidable. Alors qu'il y ait eu des problèmes, qu'il y ait eu des excès, qu'il y ait eu le colonialisme, qu'il y ait eu tout ce que vous voulez, on veut bien. Mais quand ça transforme en doctrine, ici et là-bas, et justement, Pascal Bruckner, je pensais à deux exemples quand même. Je pensais à l'exemple d'Emmanuel Macron admonestant Jean-Luc Borloo en disant « ce ne sont pas deux mâles blancs qui vont parler des problèmes des banlieues ». Hein, et puis à Delphine Ernotte qui dit oh, il y a un peu trop de mâle blanc bien sûr, j'insiste sur l'arc circonflexe, et quand même il faut corriger ça. Et ne parlons pas de ce qui se passe justement, enfin vous en parlez, les statuts, les débaptisations, voilà, les slogans, les graffitis, etc. Tout se passe comme si effectivement enfin on avait trouvé, après ces salauds de capitalistes, après ces salauds on avait trouvé le coupable idéal.
Oui, c'est ça. Il faut vite un coupable de remplacement, et celui-là, il est nombreux. Alors d'abord, quand on parle par exemple de privilèges blancs, on explique, puisqu'on adapte tout des États-Unis. Maintenant, on n'est plus des inventeurs, on est des copieurs. Ouais. Il y a une photocopieuse géante qui s'est dressée dans l'Atlantique entre New York et Paris. Et peut-être qu'on pourra parler tout à l'heure du male gaze, qui est le regard masculin théorisé par nos féministes. Oui, Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ce qu'on ne voit pas dans cette accusation, c'est que le monde occidental est l'un des seuls, peut-être même l'unique, à avoir réfléchi sur ses propres crimes, c'est-à-dire à avoir envisagé l'option de la culpabilité. Nous avons regretté nos erreurs et nous les avons effectivement condamnées. Et Pascal, on a aboli l'esclavage. Enfin, c'est parti du monde blanc, l'abolition de l'esclavage. Voilà. Alors, j'ai eu un débat avec Lilian Thuram, très courtois, et qui évidemment accuse la pensée blanche, comme il dit, d'avoir inventé l'esclavage, mais il oublie l'esclavage interafricain, qui existe d'ailleurs toujours dans certains pays, Absolument. Et l'esclavage oriental, qui a été, selon les dires de l'historien sénégalais Tindia Ndiaye, un véritable génocide. Tout à fait. Et qui a duré près de plus de 1000 ans, 1300 ans. Mais curieusement, on élude complètement cette réalité, et Madame Taubira faisait la même chose lorsqu'elle a parlé de l'esclavage comme crime contre l'humanité. C'est tout à fait vrai, c'est un crime contre l'humanité, mais dont tous les peuples se sont rendus coupables. Tout à fait. On ne parle que d'une traite négrière, on ne parle pas des deux autres traites négrières. Voilà. Voilà, c'est ça. Ce sont les Européens qui, les tout premiers, ont aboli l'esclavage. Et le premier, ça a été le marquis de Pombal au Portugal en 1761, suivi par le Danemark, l'Angleterre, la France, qui l'a aboli, puis rétabli et aboli ensuite en 1848. Mais l'idée qu'au fond, nous serions à l'origine, non pas de l'esclavage, qui est un crime vieux comme histoire humaine, mais de son abolition, est une idée qui est insupportable à un certain nombre de décoloniaux ou d'indigénistes pour qui nous devons porter à jamais le fardeau des péchés humains. Donc, mais c'est quand Macron explique que... Oui, quand Macron, allez-y. Parce que... Oui, quand Macron parle des mâles blancs, c'est du snobisme. Il se branche sur une idéologie en cours à l'université comme Delphine Ernotte. Il n'est pas du tout convaincu de ça, et je pense d'ailleurs que cette idéologie lui fait horreur. Simplement, il embraye pour faire un bon mot, mais à partir du moment où ce doigt pointé sur l'homme blanc devient un sujet de snobisme gouvernemental, c'est que déjà l'idéologie est très présente et très enracinée dans la population. Exactement, c'est-à-dire que quelque part, elle a quand même réussi à faire quelque chose de ce point de vue-là. C'est pas rien. Mais je voudrais justement qu'on parle, vous avez dit du male gaze, le regard masculin. Parlons-en justement, vous en parlez beaucoup dans votre livre, mais quand on est arrivé au point où effectivement, et ça c'est l'importation américaine, magnifique, bravo, où effectivement tout regard masculin sur les femmes, alors que la France a une tradition quand même, de marivaudage, de séduction, enfin, on va pas revenir au XVIIe, au XVIIIe siècle, eh bien là, pas du tout, c'est vraiment tout regard masculin devient un viol, véritablement. Alors, la première fois que j'ai entendu l'expression de male gaze, c'était sur France Culture. C'était Iris Brett qui était invitée, et j'étais un peu fatigué ce matin-là, et j'ai entendu, non pas male gaze, mais merguez. Je me dis, tiens, c'est curieux, c'est pas une chaîne sur laquelle on parle de merguez. Du kebab. Et j'ai compris ensuite qu'on était effectivement dans un anglicisme. Alors, si vous voulez, quand vous et moi, on dit regard masculin, en fait, on est deux ploucs puisqu'on parle français encore en France, mais melguez, ça fait beaucoup plus chic. Là, du coup, ça vous auréole d'une sorte de transcendance transatlantique, et ça vous pose quelque chose. Et donc, l'idée est très simple. C'est l'idée qu'effectivement, le regard masculin est biaisé parce que nous sommes des hommes, et que donc les femmes, lorsqu'elles se regardent entre elles, ne considèrent pas les formes comme étant des atouts ou des inconvénients, mais au contraire ne voient qu'un corps éthéré. Et donc derrière tout ça, il y a une idée très chrétienne finalement, dans le mauvais sens du terme, que le corps est une erreur, le corps est un accident, il faut considérer derrière l'âme et l'esprit. Et vous savez, la meilleure réponse qui a été faite à cette théorie du male gaze, c'est Maïwenn.
qui a dit, je crois que c'était hier ou avant-hier, elle a dit oui, moi je suis fière que les hommes regardent mes fesses et le jour où ils ne le feront plus, je serai très triste. Elle a tout dit. Elle a tout dit. Elle a dit aussi les néo-féministes sont en train de déconner gravement et voilà, c'est une femme avec son talent et son caractère propre, qui refuse de se plier au diktat de... Mais rappelez-vous, Pascal, quand il y a eu Catherine Deneuve et son manifeste avec un certain nombre de gens qui disaient « Attendez, moi, c'est pas parce qu'on me regarde à la rue, qu'on me regarde au cou, que c'est fini, qu'elle est en train de me violer. » Et elle s'est faite traiter de tous les noms, enfin, par les ultras, hein, et qui ne disent rien, d'ailleurs, par rapport à ce qui se passe en Iran et en Afghanistan. Vous avez remarqué que les mêmes, on les entend plus, là. Quand ce n'est pas l'homme blanc, mais d'autres personnes qui massacrent, qui tuent, qui traitent les femmes comme des sous-animaux, là, silence dans les rangs, hein, silence assourdissant. Oui, de la même façon qu'on n'a pas entendu nos féministes protester contre les viols de Cologne. Hein. Donc, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2016, il y a Kamel Daoud et des féministes algériennes ont dénoncé ces agressions, mais ils ont été à leur tour dénoncés comme racistes. Parce que les crimes de ceux qui ne sont pas blancs, les crimes ou les agressions de ceux qui ne sont pas blancs, qui sont d'origine maghrébine ou africaine, ne peuvent pas exister. Ils doivent être excusés par leur situation, le colonialisme, le regard méprisant que nous portons sur eux. Et voilà, donc il y a une sorte d'exonération qui est d'emblée apportée à tous ceux qui n'appartiennent pas au monde de l'Europe. Et même ça, vous connaissez ça aussi bien que moi, et même Sartre, hein, qu'on peut admirer pour beaucoup de raisons, dans sa préface aux damnés de la terre de Frantz Fanon, tuer un Européen, c'est libérer 2 personnes. Bon, c'était quand même il y a quelque temps, mais c'est toujours dans l'esprit de certains. Pascal Bruckner, comment on peut combattre ça ? Comment on peut, enfin en tout cas, essayer d'enrayer la machine et d'enrayer avec des arguments qui font que les gens que ça devienne au-delà de la mode, que ça ne devienne pas une conviction. Alors, comment on peut l'enrayer ? D'abord par la réfutation. C'est-à-dire que, alors notamment, il faut prendre des choses les unes après les autres. Dans les rapports hommes-femmes, il faut poser la question simple. Pensez-vous que 2 hommes sur 3 sont des violeurs, comme le soutenait Madame Caroline de Haas dans une interview au Nouvel Observateur il y a quelque temps? Si oui, si tous les hommes, 2 hommes sur 3, c'est la quasi-totalité, sont des violeurs potentiels, alors effectivement, il n'y a pas de relation possible. Donc, êtes-vous d'accord pour que les hommes et les femmes se séparent, et ou bien qu'à l'américaine, nous interposions entre nos corps réciproques le rempart d'un avocat ou d'un juge. Ou alors qu'on fasse comme dans les campus américains où les étudiants sont requis de s'unir charnellement d'abord sur Internet, c'est-à-dire à partir d'une application. C'est l'affirmative consent. Donc, est-ce que c'est ça l'avenir des relations hommes-femmes ? Si c'est ça que nous voulons, alors il faut faire un référendum et dire effectivement il faut adopter ce mode de vie. La réalité, et ça Maïwenn l'avait très bien dit, et comprise, c'est que ce néo-féminisme est porté par une minorité de femmes qui n'aiment pas les hommes, ce qui est leur droit le plus strict. Oui, mais il ne faut pas généraliser. Et nul n'est obligé d'aimer les femmes. Simplement, elles en font une théorie universelle et expliquent comme Alice Coffin que tous les hommes sont des assassins potentiels, des violeurs, et que donc les femmes doivent se réfugier dans les bras de leurs sœurs. Elles affichent une sororité qui, à mon avis, est totalement imaginaire, et comme ça, elles échapperont à l'abomination que représente le corps masculin et tous ses attributs pointu et violent, bien entendu. Et turgescent. Non, turgescent, oui. Pas toujours. Pas toujours. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a quand même beaucoup de travail à faire. En attendant, lisez ce livre, lisez Un coupable presque parfait, parce qu'il faut en finir avec cette repentance, ce masochisme et cette haine de soi. Et d'ailleurs, c'est valable pour toutes les hommes, les femmes, de quelque origine, de quelque ethnie, de quelque religion qu'ils soient. Sortez de cette culpabilité. Merci Pascal Bruckner. Merci beaucoup Pascal Bruckner.